Bonjour Jean-Pierre Van Nuys. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'Institut français du vin et de la vigne. Oui. Que de la bonne qualité de la vie. Vous êtes aussi président de la filière vin à l'Adepta. Ça c'est un organisme très actif pour l'exportation, pour le commerce extérieur. Oui. Donc on va parler de ça et justement de l'expertise française à l'étranger, puisque la filière vin ou la filière vigne est numéro 1 mondial. Voilà. Donc ça doit être assez facile de la vendre à l'étranger. Alors, merci en tous les cas de me permettre de donner un éclairage sur peut-être un secteur économique qui est moins connu. C'est l'ensemble des entreprises qui sont aujourd'hui au service du développement de l'agriculture française, tous les prestataires de services, des exploitations et des entreprises, et bien entendu également donc, dans le secteur de la vigne et du vin, des pépiniéristes, des agroéquipementiers, des fabricants de matériel œnologique, etc., qui aujourd'hui, donc, bien sûr, représentent un poids économique extrêmement important. En France, c'est pratiquement donc 20 milliards d'euros, tout ce secteur d'accompagnement de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. Et pour la filière vitivinicole, c'est environ 20 000 emplois et 5 milliards d'euros en France. Et donc tout votre objectif, vous, c'est de favoriser la conquête de marchés étrangers? Alors, bien entendu, donc, le savoir-faire français est reconnu dans le monde. Le vin français est une référence sur un plan mondial et beaucoup de pays qui souhaitent développer leur secteur donc vitivinicole font appel effectivement donc aux entreprises françaises. Alors on peut poser une question. Dites-moi. Pourquoi transmettre donc nos savoir-faire français dans des pays donc potentiellement concurrents? Eh oui, parce que ça va nous revenir après. La réponse est simple. Si ce ne sont pas les Français qui sont présents sur ce marché, ce seront d'autres pays. Mais il y a aussi un point extrêmement important. C'est que la France aujourd'hui est le garant du statut du vin sur un plan mondial. Le vin aujourd'hui, la France a défini le vin comme n'étant pas un produit agroalimentaire comme les autres. On s'interdit certaines pratiques effectivement de production et d'élaboration et il est important que le savoir-faire français également donc, soit exporté dans les pays viticoles en développement pour transmettre aujourd'hui l'importance de préserver ce statut à ce produit très particulier. Vous dites statut, il y a une culture du vin, il y a une éthique du vin. Voilà. Et donc, il est aussi important que la France rayonne par ses savoir-faire sur un plan mondial. Et c'est aussi l'enjeu des débats à l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Tous les pays viticoles du monde, c'est une organisation intergouvernementale, travaillent donc sur la définition donc, du produit vin, travaille par exemple sur le statut du produit vis-à-vis du Codex Alimentarius et il est très important que la France soit très présente aussi dans ces débats. Est-ce que vous ramenez vous aussi des expertises ou des savoir-faire de l'étranger? Alors bien entendu. Ça marche dans les deux sens. Bien entendu, il y a une sorte de ressourcement à la fois pour les collaborateurs de l'Institut lorsqu'ils sont dans ces pays, également donc pour les collaborateurs de ces entreprises. Elles sont confrontées à des questionnements différents, des questionnements donc, que l'on peut retrouver dans les terroirs et dans les régions viticoles françaises, même si elles sont très diverses. Et avec ça, bien entendu, elles ramènent aussi des leçons pour aussi, bien sûr, accompagner plus précisément les vignerons et les entreprises françaises. Alors, concrètement, comment vous faites? Vous faites des missions à l'étranger? Alors, je dirais que grosso modo, deux types de pays, schématiquement. Oui. Il y a les marchés matures. Donc, je dirais des pays qui ont déjà une histoire viticole. Prenons l'exemple donc de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, également de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Donc là, le travail s'organise donc autour donc de salons professionnels. Sacramento pour le Nord-Amérique, donc Mendoza, Santiago du Chili pour l'Amérique du Sud, Adélaïde pour l'Australie. Et donc la France est présente dans ces salons. Et donc là, nous avons des stands collectifs. Donc on réalise aussi un certain nombre de conférences scientifiques et techniques. Et puis également donc, des missions qui peuvent être justement organisées avec l'appui des services donc, des ambassades, également donc, l'appui des services de France Agrimaire pour permettre donc, des contacts B2B pour les entreprises françaises. Ça veut dire qu'à chaque fois que le président de la République, à chaque fois qu'un ministre, etc., vous les accompagnez? Alors ensuite, il y a les pays en développement. Ah, d'accord. Et c'est là où on va prendre l'exemple, je dirais, des pays du Caucase. Donc il y a aujourd'hui donc, une volonté d'accompagner le développement de la viticulture donc, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie. Le président de la République, par exemple, a fait un déplacement en Azerbaïdjan donc, l'année dernière et ça a été l'occasion, d'un point de vue diplomatique, d'ouvrir un certain nombre de portes pour les entreprises françaises. Et c'est là où les services de France Agrimaire, avec une très très grande écoute des besoins des entreprises,
interviennent et vont nous aider à organiser derrière cette démarche diplomatique donc des missions donc en lien avec les autorités, donc en l'occurrence là le ministère de l'Agriculture. Et puis bien sûr, il y a un grand enjeu pour nous, c'est la Chine. La Chine aujourd'hui a la volonté effectivement de devenir un grand pays viticole donc dans le monde. Ça ne doit pas être facile parce qu'ils sont quand même aux antipodes. Oui, mais je dirais que pour nous, il y a un enjeu très important, y compris pour faire adhérer la Chine demain à l'Organisation internationale de la vigne et du vin, et donc à ce qu'elle adhère à ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau du statut du vin et sa façon donc de le produire et de l'élaborer. Alors bien sûr, c'est un marché compliqué, mais là aussi, il est très important, je dirais, que les services de l'État et France Agrimer aident les entreprises françaises à être très présentes donc sur ce marché. Alors, quels sont les contenus de ces discussions? Parce que ce n'est pas forcément sur le goût, il y a tout un tas de choses, phytosanitaires, il y a tout un tas de normes, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors, on a la chance, effectivement, les entreprises aujourd'hui offrent une gamme extrêmement large. C'est depuis le plan de vigne, je dirais, jusqu'à l'accompagnement, donc l'analyse du potentiel des terroirs, donc nous maîtrisons donc tous ces savoir-faire. Il y a tout l'agroéquipement donc au vignoble, et puis bien sûr après toute la partie, je dirais, des équipements de cave dans les chais. Voilà. Donc on offre, la France aujourd'hui offre avec ses entreprises effectivement la palette de l'ensemble donc je dirais des savoir-faire. Ce sont des présentations, des discussions ou ça va jusqu'à des négociations? Alors, notre rôle n'est pas de négocier à la place des entreprises. C'est à elles, bien sûr, après, de nouer concrètement donc, des contrats. Disons que nous allons créer les conditions collectives pour qu'elles puissent donc faire mieux connaître effectivement donc, leur savoir-faire et par là donc développer leur propre marché. Alors, ça peut prendre la forme donc soit de mission, donc sur le terrain. Donc sur place, donc les services de l'État, je dirais, mobilisent donc des acteurs investisseurs intéressés. Donc c'est sous forme donc de visites sur le terrain ou de contacts donc B2B. Et puis il y a toujours aussi donc l'occasion de s'associer à d'autres événements. Alors c'est par exemple en Chine. La France accompagne aujourd'hui, je dirais, un travail sur la dégustation des vins avec un concours des vins. Et nous profitons de ce type d'événement en lien avec l'interprofession viticole chinoise qui est en train de naître pour organiser aussi des événements pour nos équipementiers. C'est quasiment une exportation d'un certain art de vivre. Exactement. Au-delà de la technique. Voilà, c'est très important. C'est compliqué ou pas? Compliqué? Oui, parce que nous sommes concurrencés. Et dans ce monde aujourd'hui, je dirais, de l'accompagnement, bien sûr, du secteur vitivinicole, il y a aujourd'hui d'autres pays qui affirment effectivement donc, leur savoir-faire. On peut évoquer notamment donc, nos amis italiens qui ont, en matière d'agroéquipement, je dirais, des savoir-faire confirmés. Et puis, bien sûr, il y a dans tous ces pays une volonté de développer, bien sûr, leur propre secteur, leurs propres entreprises en accompagnement. Donc, alors c'est là où, bien sûr, les marchés sont très divers. Entre à la fois des pays il y a une volonté politique de développer la filière vitivinicole. C'est le cas, par exemple, en Géorgie, où j'évoquais tout à l'heure les pays du Caucase. Et puis des pays, bien sûr, où la viticulture a une antériorité très forte, où des entreprises se sont développées. Alors, ce qui est à noter, c'est l'émergence progressivement de groupes, je dirais, de plus en plus importants en matière d'agroéquipement. Je ne parlerai pas du secteur donc, des tracteurs, mais y compris donc, dans le secteur vitivinicole, on assiste effectivement donc, à la montée en puissance de groupes de plus en plus importants à vocation véritablement internationale. Alors, vous parliez de la concurrence de l'Italie, parce que quand on pense concurrence en termes de vin, on pense l'Amérique latine, on pense à les vins chiliens, les vins... Mais il y a une concurrence pour l'expertise des pays européens, donc il y a une concurrence intracommunautaire. En quelque sorte, sorte. Et vous êtes à armes égales ou pas? Oui. Nous sommes effectivement donc à armes égales. Alors, un point qui est important aussi sur l'aspect, je dirais, diplomatie, entre guillemets, rôle des pouvoirs publics, ça va être aussi, lorsqu'il s'agira par exemple en matière d'exportation de plants de vigne, de déterminer effectivement donc, les conditions sanitaires pour pouvoir exporter effectivement donc, le matériel végétal. Donc il va être très important que les ministères de l'Agriculture et les services de France Agrimer pour la France dialoguent avec les autorités locales. On a eu un exemple très précis par exemple avec le Brésil, avec l'impossibilité d'exporter des plants de vigne dans ce pays
parce qu'il y avait, entre guillemets, restons diplomates, une incompréhension, je dirais, scientifique et technique sur le protocole sanitaire donc à appliquer sur ces plants de vigne. Si on n'est pas dans le politiquement correct, on dirait qu'il y a un protectionnisme. Voilà, voilà, donc exactement ça. Et donc il est important, si vous voulez, que à la fois on éclaire l'enjeu d'un point de vue scientifique et technique, notamment sur la question donc des viroses, sur les plants de vigne, et que derrière la diplomatie permette effectivement, entre guillemets, d'ouvrir après donc le marché, d'expliquer à nos amis brésiliens qu'ils avaient tout intérêt à acheter des plants français. Ouais. Et alors, parlez-nous de l'accompagnement de France Agrimaire. Comment ça se passe? C'est une force de frappe pour vous? C'est un bras armé pour l'exportation? Alors, justement, donc, les services de France Agrimaire, comme je l'ai évoqué, sont à notre écoute. L'équipe aujourd'hui de France Agrimaire est remarquable donc, de ce côté-là. Elle assure, entre guillemets, l'interface entre la diplomatie au plus haut niveau, les déplacements du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture, etc. Et elle assure effectivement donc, le contact avec les autorités donc, des autres pays qui représentent un potentiel. Et grâce au service de France Agrimaire, ensuite, nous organisons concrètement l'action effectivement donc collective des entreprises donc françaises, et sous les formes variées que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous, la victoire, c'est quand il y a un accord de coopération qui est signé? Voilà. Donc, je voudrais surtout noter la notion du temps. Ce qui est très important et très riche du côté des collègues de France Agrimaire, c'est qu'ils sont en capacité, eux, d'anticiper. Si vous voulez, tout ça prend souvent plusieurs mois, organiser une mission pour qu'elle soit efficace. Et donc il faut aussi que nous ayons, entre guillemets, le nez au vent, pour à la fois avoir l'écoute des projets qui souhaitent développer leur secteur, qui en ont les moyens, et puis aussi donc les pays pour qui c'est une priorité politique. Ouais. Et donc les services de France Agrimaire de ce côté-là jouent un rôle très important pour nous, parce que ce sont eux qui vont nous permettre d'être dans l'anticipation. Et effectivement, donc de ce côté-là, c'est la clé pour être les premiers sur les marchés. Mais alors, avec un pays, quand on commence à discuter les prémices et le moment où on signe l'accord de coopération, il peut se passer combien de temps? Ça peut être très 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 long. Très long. Très long. La plupart du temps, une des difficultés, c'est de trouver le bon interlocuteur dans le pays considéré. Nous avons, nous, une organisation avec un État où les choses sont claires, mais parfois, donc, au niveau d'un certain nombre de pays plus en développement, nous avons la difficulté, surtout de déterminer qui de l'autorité publique et qui de l'entreprise privée a véritablement le pouvoir. Et je dirais que notamment sur des gros projets de développement aujourd'hui en Chine, c'est une des difficultés que nous avons pu rencontrer. Ça veut dire qu'il faut de la ténacité, il faut tenir, il faut avoir de la constance, il faut... Exactement, voilà, et surtout rester très à l'écoute. Et encore une fois, nous allons rencontrer à la fin de cette semaine, par exemple, tous les chargés de mission agricoles et viticoles donc d'un certain nombre de pays qui eux sont présents en permanence, donc à l'écoute, et peuvent suivre effectivement donc l'évolution économique dans ces pays. Et ils sont aussi des lanceurs d'alerte pour nous. Il est important qu'on puisse dialoguer pour anticiper effectivement et se trouver au bon endroit au bon moment. Alors vous nous avez parlé plusieurs fois de la Chine. C'est l'enjeu là, c'est tout le monde a le regard sur à la fois sur ce pays, mais en même temps c'est un marché énorme. Ah ben c'est déjà le 5e pays viticole au monde. D'accord. Alors, viticole au sens aussi de la production de raisins de table, pas uniquement sur la partie de production de vin. Nous avons aujourd'hui dans ce pays, donc on a enregistré des projets de développement très importants, notamment la région par exemple du Ningxia, donc qui est grosso modo au cœur de la Chine, dans une région donc continentale, et les autorités locales aujourd'hui ont pour projet de développer un vignoble de 10 000 hectares. 10 000 hectares de vignes très rapidement. On connaît la puissance de la Chine lorsque les autorités locales prennent un certain nombre donc, de décisions. Oui. C'est un pays qui est très décentralisé. Et là, en l'occurrence, l'enjeu pour nous, effectivement, c'est que les entreprises françaises soient là, présentes, pour accompagner effectivement ce développement. Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels c'est particulièrement difficile de discuter ? Je pense par exemple au Japon qui a des normes, qui a des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des bastions ou des lieux de résistance et où vous dites pour l'instant on ne peut pas rentrer dans ces marchés-là ? Je dirais qu'aujourd'hui, paradoxalement, les marchés qui sont aujourd'hui peut-être encore difficiles à pénétrer, où la concurrence est la plus redoutable, ce sont les marchés de la proche Europe. Ah oui.
parce que Espagne, Italie sont des vignobles les plus importants aujourd'hui au monde. Mais là, on a une densité assez forte, je dirais, d'entreprises locales. Hein, donc, et alors qu'ils représentent un marché très important pour les entreprises françaises. Et c'est parfois là, c'est peut-être parfois moins compliqué, assez loin de nos bases, et parfois plus difficile effectivement donc localement. Alors je voudrais dire aussi que ce secteur, hein, donc avec deux grands salons, notamment le salon Cité-Vie à Montpellier et le salon Vinitec donc à Bordeaux, a tous les ans donc un rendez-vous en France, et ce sont deux grands salons à vocation internationale et qui vont contribuer aussi au rayonnement donc du savoir-faire français, dans la mesure où ces deux salons accueillent des milliers et des milliers donc d'acteurs, donc des vignerons et responsables d'entreprises de ces pays, et qui vont, à l'occasion de ces salons, nous les recevons, hein, donc collectivement, avec l'aide aussi des services de France Agrimaire. Donc on les reçoit aussi un petit peu chez nous. Et ces deux salons aujourd'hui, qui sont des références, vont nous aider aussi, je dirais, à faire valoir nos savoir-faire. Alors, quand on vous voit, on sent le dynamisme là et la niaque, hein, mais donc souvent on entend dire oui, mais la France, c'est plus ce que c'était, et un déclin français, on ne sait pas se battre, etc. Vous êtes optimiste? Oui, bien sûr, parce que si vous voulez aujourd'hui, ce qui fait la clé et la force aujourd'hui de ces entreprises, c'est qu'il faut qu'elles soient capables d'apporter de l'innovation dans ces pays. Donc nous avons la chance d'avoir en France, je dirais, en matière de recherche appliquée, bon, nous-mêmes en tant qu'institut, avec l'INRA, l'IRCA, etc., on a aujourd'hui donc une filière qui innove beaucoup, hein, au service donc des entreprises vitivinicoles françaises. Et donc à partir de là, elles sont aussi alimentées donc en termes d'innovation. Nous avons devant nous... On ne reste pas assis sur nos lauriers. Oh non, nous avons devant nous des défis majeurs, la robotisation. Effectivement, donc bien sûr le data, le numérique et autres, les entreprises aujourd'hui sont en train donc de s'approprier, je dirais, ces nouvelles perspectives, et ce sera pour elles demain à la fois bien sûr des possibilités d'accompagnement des vignerons français, mais aussi bien sûr des marchés à l'export pour demain. Alors c'est étonnant de vous entendre parler du data, les nouvelles technologies, parce que on a le sentiment que la vigne, c'est quand même quelque chose qui est traditionnel, et là vous nous dites nouvelles technologies et vigne, ça peut très bien être compatible. Bien entendu, c'est la clé de la compétitivité. Oui. Alors je vais prendre un exemple. Donc, oui. S'il s'agit aujourd'hui d'entretenir les sols viticoles, oui. Vous savez que nous sommes souvent avec des densités relativement élevées au vignoble. Donc la mécanisation n'est pas possible dans tous les cas. Si demain nous pouvons disposer d'un robot qui prendra tout son temps pour aller, je dirais, traiter tous les pieds de vigne avec la délicatesse nécessaire, vous voyez effectivement donc le basculement que cela peut représenter en matière, je dirais, d'entretien des sols viticoles et quasiment sans herbicides. Et les exploitations viticoles sont déjà dedans, sont prêtes à ça? Alors là, nous en sommes encore au stade des robots. Oui. Nous commençons, il y a quelques équipementiers hein, qui se sont lancés effectivement. Aujourd'hui, il n'y a pas de produits encore commercialisables en gros. Mais voilà, aujourd'hui, donc en matière... vous savez, sur la vigne, il y a eu un élément clé, ça a été la mécanisation de la vendange, qui s'est très fortement développée et qui a même conduit, je dirais, à modifier les modes de conduite avec une généralisation de l'espalier. Hein, donc les vignes magnifiquement palissées qui habillent donc les paysages viticoles de France. Voilà. Donc nous pensons que demain, avec la robotisation, il y aura un pas supplémentaire qui sera fait, à la fois pour la compétitivité des entreprises françaises, et tout ça, des vignerons, des entreprises, mais aussi bien sûr grâce aux équipementiers français. Jean-Pierre Van Ruys, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.